Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouveau live IMT pour l'industrie du futur. Je me présente, je suis Martine Assar, responsable de l'Observatoire des métiers et des compétences à l'Institut Mines Télécom. Pour rappel, l'Institut Mines Télécom, l'IMT, c'est un groupe de 8 grandes écoles, 7 écoles d'ingénieurs et une business school. Alors, ce soir, au programme, un format déjà original puisqu'avec notre étudiant, eh bien, nous ne serons pas que à distance, mais nous avons la chance d'être accueillis par le collectif numérique, la continuité numérique, qui est un groupe de 8 entreprises donc, qui se sont associées pour pouvoir créer le démonstrateur au pied duquel ce soir nous allons évoluer. Alors, pour déjà un petit peu vous présenter, vous rappeler surtout le programme de la soirée, eh bien, vous allez avoir simplement plusieurs invités qui vont donc évoluer et les performances, la compétitivité des entreprises, puisque ça permet effectivement de pouvoir piloter de manière beaucoup plus efficace la production d'une entreprise. Mais vous verrez de toute manière toutes les étapes de ce démonstrateur tout à l'heure. Vous aurez également l'intervention d'une de nos enseignantes chercheurs, en l'occurrence Valéria Borodine, qui est enseignante-chercheur dans notre école d'IMT Atlantique, qui fera un petit point sur le parcours que va suivre donc notre étudiant avec toutes les personnes donc du CCN qui vont nous présenter chacune les différentes étapes. Et enfin, comme d'habitude, vous retrouverez un temps de questions et de réponses. Donc n'hésitez pas, hein, dès que les premiers intervenants vont commencer à développer un petit peu les différents contenus, eh bien, nous vous invitons tout de suite à poser vos questions et un temps donc d'échange sera donc prévu pour vous répondre. Voilà, alors ce soir, avec moi, donc toujours un étudiant du groupe Ozon, donc j'appelle tout de suite Gabriel Boudès, qui va donc se présenter et qui va être un petit peu notre fil rouge toute la soirée pour évoluer donc sur ce démonstrateur. Je te laisse la parole, Gabriel. Bonjour, merci Martine, c'est un plaisir d'être ici. Je suis étudiant à IMT Nord-Europe et je vais suivre tout au long de la prochaine heure et demie le parcours, la présentation du Machine Concept Axel. Et on le précise parce que je ne l'ai pas dit, nous sommes à Levallois-Perret au sein de SAP Experience Center où se trouve donc ce démonstrateur. Et donc on peut, je pense, démarrer notre parcours. Merci, bonjour à tous. Merci Martine pour cette introduction. Rapidement, le collectif Continuité numérique a été créé il y a de cela quasi 7 ans. Ça partait du constat qu'au-delà de l'aspect un peu conceptuel de l'industrie du futur, il s'agissait aussi de démontrer par l'exemple, et quoi de mieux que de mettre ensemble différents acteurs qui sont issus justement des mondes assez lointains, le monde de l'informatique, le monde de l'automatisme pour faire court. Et donc, on s'est réunis ensemble et on a d'abord fait un démonstrateur de sorte à montrer comment circulait l'information, la donnée. Et puis, petit à petit, on a rencontré ATS, que va vous présenter Jordan dans la foulée. Et de la démonstration par l'exemple, on est passé de la main à la pâte à une certaine échelle, pas industrielle, mais vous allez le voir, assez conséquente. Je redonne juste le nom des membres du collectif de continuité numérique, donc SAP Inetum au niveau du monde, on va dire, de l'informatique, et puis après 5 autres partenaires, IFM, Festo, Phoenix Contact, SEV, je t'oublie, je pense oublier personne, ESIC, représenté par l'éminent Christophe Yin, qui sera là tout à l'heure, qui sera votre monsieur loyal. Et donc, voilà. Et depuis lors, on a avancé. Et puis, il y a de cela 4 ans, on est passé à une étape un peu plus conséquente. Merci Stéphane pour cette introduction du CCN. Donc, je représente ATS Connect, je suis directeur d'ATS Connect, qui fait partie du groupe ATS. Et donc, ATS a commencé sa transformation digitale, hein, nous aussi, on s'est transformé il y a un peu plus de 5 ans maintenant. On est passé par plusieurs phases d'accélération. Et le CCN a fait partie de notre dernière phase d'accélération, celle qui nous a permis d'aller faire Axel tous ensemble, ce démonstrateur que vous allez découvrir. Et donc ATS, pour nous présenter rapidement, on reste une PME familiale de 220
250 personnes environ, qui existe depuis un peu plus de 30 ans. Aujourd'hui, ATS, c'est deux entreprises principales, ATS Engineering et maintenant ATS Connect, et on travaille dans tout le monde de la production industrielle. Très rapidement, pourquoi est-ce qu'on a créé ATS Connect? C'est un peu aussi grâce au CCN. C'est que tous ensemble, on est parti du constat que ce monde était de plus en plus connecté. On le voyait surtout au quotidien, dans nos vies presque perso. On pouvait contrôler nos climatisations, nos portails à distance, nos consommations d'énergie, etc. Et quand on arrivait dans le milieu industriel, dans l'usine, on voyait qu'il y avait quand même un léger décalage avec ce monde-là. Tout n'était pas si bien connecté, l'information n'était pas si fluide. Ce monde tendait aussi à être de plus en plus durable, encore plus aujourd'hui qu'hier. On le voit, on doit mesurer nos consommations, faire attention, consommer quand l'énergie est disponible. Et de ce constat, on s'est concentré aussi sur l'utilisateur final, le consommateur, qui lui aussi est de plus en plus connecté. On passe aujourd'hui tous 90% de nos commandes via des plateformes sur Internet. Et pour que ça fonctionne, il faut que la logistique soit connectée pour avoir le stock nécessaire, alimenter le stock en temps et en heure par les machines de production, par les usines. Et donc indirectement, il faut qu'il y ait une continuité numérique entre le consommateur final et les usines de production. De ce constat-là, on a créé ATS Connect, qui repose simplement sur 3 piliers. Le premier, ça va être de ramener de l'attractivité dans ce milieu industriel. Les entreprises, qu'elles soient taille moyenne, petite ou des grands donneurs d'ordre industriels, ont besoin de rester compétitifs, ils ont besoin de se transformer et ça va passer par du digital. Le deuxième point, ça va être la partie efficiency pour la performance. L'idée ici, ça va être de ramener de la performance sur les moyens de production existants. Les industriels se transforment, mais ils ne vont pas changer tout leur parc machine par des machines neuves en si peu de temps. On les accompagne, nous, sur toute l'amélioration, la modernisation de ce parc existant pour le rendre plus intelligent et connecté. Et le dernier point, sur la partie consommation d'énergie, avec tout ce qui va être sustainable. Ici, on accompagne les industriels dans la gestion de leurs moyens de production sur les aspects énergétiques. Concrètement, on se situe entre l'OT et l'IT. Il y a des acteurs de l'OT historiques qui fournissent du matériel, des acteurs de l'IT qui fournissent de l'intégration et du software. Et ATS Connect se situe au centre. Pourquoi? Parce que ces deux mondes existent depuis très longtemps. Mais avec l'industrie 4.0, on va devoir les faire communiquer. Les capteurs vont devoir communiquer avec l'IT. L'IT va devoir renvoyer des informations à la machine. Et c'est là le rôle d'ATS Connect. On se situe vraiment entre ces couches basses, niveau PLC, capteurs et les couches hautes qui concernent le ERP, le MES et des systèmes SCADA qui peuvent exister chez les industriels. Et cette transformation de business model chez ATS, elle a pu se faire grâce au CCN, les acteurs que vous allez découvrir ce soir, qui nous ont accompagnés dans notre montée en puissance sur la couche, on va dire surtout IT. On maîtrise, nous, les couches 4 et 5, PLC et capteurs depuis 30 ans. Et on est monté en puissance sur les couches supérieures. Concrètement, on a 5 propositions de valeur, de l'audit 4.0, initialement client pour définir son besoin, son cahier des charges. Ensuite, on va connecter la machine en utilisant des passerelles IoT qui vont permettre de faire le lien entre des données machines et des plateformes sur lesquelles on va collecter et analyser la donnée. De la connexion machine à des systèmes existants type ERP, MES, récupération de work order, traçabilité sur les produits, etc. La partie stockage et cybersécurité également. Avec SAP, on travaille sur l'intégration de produits type PLM, Enterprise Product Development, pour suivre tout le cycle de vie d'un modèle 3D dans sa phase de conception. Et une table de gestion de projet que l'on utilise en interne, mais aussi à disposition de nos clients pour traiter leurs projets de transformation digitale. Notre réseau de partenaires avec le CCN, ceux qui sont aujourd'hui dans le monde de l'OT, ceux qui sont dans le monde de l'IT, et des clients que l'on sert au quotidien, principalement des grands donneurs d'ordre industriels. ATS se développe surtout avec ATS Connect, qui a cette vocation déjà européenne, de par ses implantations en France, en Espagne et au Portugal. On attaque le marché américain avec une première partie en Amérique du Nord avec le Canada, à Montréal. Et en 2024, on continue nos développements en Italie, aux États-Unis et sur la partie Asie avec Singapour. Et aujourd'hui, ATS Connect, avec le CCN, a produit ses démonstrateurs, ses machines 4.0. Une première à Paris, qu'on va découvrir aujourd'hui, qui est Axel. Une deuxième qui est à Barcelone, qui est Look at Me, aussi chez SAP, à l'Experience Center. Et ces outils sont à dispo des clients, des industriels, des étudiants pour se former et comprendre vraiment les enjeux de l'industrie 4.0, comment y faire face, quelles sont les solutions.
J'ai fini ma partie sur la présentation d'ATS. Je vous propose maintenant d'aller dans le vif du sujet avec Axel. Je vais vous présenter un nouvel interlocuteur qui va se joindre à nous. Merci Jordan, merci de cette excellente introduction et la présentation d'ATS, donc qui est le partenaire du CCN, effectivement avec lequel, ou plutôt sans lequel rien de tout ça serait possible. Donc moi je vais vous emmener, comme il a été dit tout à l'heure, Monsieur Loyal ou le guide, on va dire, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure. Je vais donc vous faire le parcours et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné par Gabriel qui va finalement représenter tous les visiteurs, qu'ils soient distants ou présents. Et donc, on va ensemble se déplacer, puisque là, on était dans une des salles de présentation de SAP. Attention à la porte, merci. Et donc, on va se diriger vers le lieu fatidique où se trouve notre démonstrateur. Alors, il a été dit par Martine qu'effectivement, si vous avez des questions, le temps nous est compté, parce qu'on a beaucoup de choses à vous montrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir sur le chat. On les prendra en fin de session et on répondra aux questions qui auront été posées. Et donc là, on va commencer l'histoire et je vous emmène et j'emmène Gabriel qui va m'accompagner tout au long de cette soirée, là où l'histoire commence en fait, l'histoire qu'on a souhaité raconter au travers de ce démonstrateur. Merci de me faire commencer cette visite. Et donc, je t'en prie, dis-moi en plus sur l'histoire. C'est quel genre de début? Alors, en fait, le commencement de l'histoire, on va, plutôt que de parler du quoi, en fait, on a souhaité raconter cette histoire au travers du qui, c'est-à-dire on a travaillé sur la notion de persona et on a essayé d'identifier dans l'industrie et dans les sites industriels quels sont les personas concernés par la transformation digitale. Mais quand je dis dans les sites industriels, ça a été dit tout à l'heure par Stéphane et également par Jordan. L'histoire, en fait, n'existerait pas s'il n'y avait pas le consommateur, puisque c'est le consommateur qui aujourd'hui est connecté. Et donc, le premier persona dont on va parler, que tu peux peut-être représenter, Gabriel, le premier persona, c'est le client, c'est-à-dire le consommateur, le destructeur final, on dit aussi parfois en marketing, mais qui va effectivement passer sa commande et qui va souhaiter que l'outil industriel s'active. Et donc, on a simulé, pardon, on va revenir sur l'écran de base, on a simulé un outil de commande. Donc, la simulation, on va dire, ou l'histoire qu'on raconte, c'est une commande unique, unitaire, ce qui est quand même très à la mode. Chacun sur son smartphone, on souhaite la paire de baskets spéciale rose ou bleu, voilà, et on la veut dans les 48 heures, sinon on n'est pas content. Et donc, cette commande unique, on la simule au travers de cet outil de commande. Et donc, si tu veux choisir, on a 3 cubes, en fait. 3 cubes donc, je règle, là, je peux régler les différents paramètres. Ensuite. Voilà, donc on a 3 cubes sur lesquels on a identifié les marques des sociétés du CCN. Ensuite, je valide donc, ma commande. Ta commande. Et donc, que va devenir ma commande par la suite? Alors, la première visualisation, comme tu vois là, et c'est un visuel d'ailleurs qui peut être transmis éventuellement au client pour lui montrer la progression de sa commande. C'est un premier visuel qui montre que cette commande a été validée, a été prise en compte par le système qui va l'envoyer vers la machine. Mais pour faire un petit peu plus concret quand même, puisque c'est le but du jeu aujourd'hui, on va aller vers la machine elle-même. Et donc cette machine dont vous avez déjà vu quelques photos au travers de la présentation de Jordan, la voici en live, comme on le dit aujourd'hui. Et donc cette machine, elle va récupérer la commande de Gabriel. Les 3 cubes qu'il a commandés vont être sélectionnés dans un convoyeur en fait, qui brasse différents cubes de différentes marques. Et on a différents composants dans la machine qui vont permettre de gérer cette commande. Mais comme on a dit qu'on allait parler opérateur, qu'on allait parler persona, on va commencer par un premier persona qui va nous parler du persona opérateur, qui est un persona très important dans l'entreprise. Bonjour à tous. Donc, en effet, le démonstrateur Axel, ce n'est pas que de la technologie. L'opérateur, l'être humain en général, est au cœur de l'industrie 4.0. Donc, il doit pouvoir être acteur de la production, sans contrainte, mais surtout en sécurité. C'est pour ça que Axel intègre des systèmes collaboratifs comme ce Kobo, donc qui est un robot qui va pouvoir travailler sans barrière
et donc qui va pouvoir ainsi permettre à l'opérateur de s'approcher de la production sans avoir de contraintes de porte à ouvrir ou d'arrêt de production lorsqu'il s'approche de la machine. Donc là, on va voir que le robot travaille et si je m'approche, il va ralentir, voire s'arrêter. Et ainsi, l'opérateur peut réaliser des tâches comme du contrôle, du tri, voire, on le verra plus tard, de la maintenance directement sur le robot. Une autre possibilité, c'est également d'avoir le robot qui travaille en automatique, tout en ayant l'opérateur sur un poste manuel qui va pouvoir réaliser d'autres tâches. Donc, on va pouvoir ainsi, dans le même espace, partager des tâches entre le robot et l'opérateur, apporter plus de valeur à l'opérateur, des tâches plus gratifiantes, tout en assurant, bien sûr, sa sécurité. Donc voilà, donc le début de la machine. Donc c'est ce robot qui va charger la machine Axel. Et donc pour les différentes les opérations suivantes, Frédéric va vous expliquer un petit peu les. Merci Vincent. Donc effectivement, les cubes vont être positionnés sur ce plateau rotatif et vont passer par différents postes pour être positionnés, orientés dans la bonne direction pour être alignés dans le bon sens. Le premier poste d'orientation, c'est une orientation verticale. Et pour cette partie-là, on est sur un système de manipulation 2 axes tout pneumatique qui va être piloté par la pneumatique proportionnelle. C'est-à-dire qu'avec la pneumatique proportionnelle, on va pouvoir contrôler l'effort, la vitesse et la position des mouvements qu'on réalise. Sur le deuxième poste, on va retrouver un système similaire, multi-axe cartésien, avec une différence, c'est qu'ici, les mouvements sont contrôlés tout électriques. C'est-à-dire qu'on va avoir des moteurs qui vont réaliser les différents mouvements. Et pour la partie préhension et orientation des cubes, on va retrouver un virin rotatif et une pince tout électrique. Donc, c'est une solution tout électrique. Pour ce poste suivant, on va se retrouver avec un système de robots qui travaille dans le plan, qui va être piloté par des actionneurs SEW. Et enfin, le dernier poste de déchargement, c'est un système pneumatique plus conventionnel. L'intérêt de tous ces actionneurs, c'est qu'ils vont être connectés de façon transparente à l'automatisme, ce qui va favoriser le transfert de données et la remontée de données à des niveaux de supervision qu'on va voir juste après. Alors effectivement, Frédéric, tu nous passes une information importante. Cette machine, elle est composée de différents composants des différents membres du CCN. Et en l'occurrence, on est 8 sociétés, que ce soit de l'OT et l'IT. Et la première démonstration qu'on a voulu faire avec cette machine, c'est l'interopérabilité. Et comme vient de le dire Frédéric, tous ces composants dialoguent entre eux. On utilise des standards de dialogue qui fonctionnent. Et on a beau être des sociétés différentes, voire même parfois concurrentes. Sur la machine, ça ne pose aucun problème. Et on travaille ensemble pour faire un ensemble cohérent qui fonctionne. Donc on a vu là l'opérateur. Tu as vu, Gabriel, l'opérateur et son environnement nouveau au travers du digital. C'est très clair, très, très complet. Je me demandais, on a vu donc les premiers bénéfices présentés par Frédéric. Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices de cette interface pour l'opérateur? Alors, le digital, effectivement, pour l'opérateur, n'a pas que des bénéfices sur sa ligne de production, là où il travaille. En l'occurrence, il a besoin d'être efficace. Et en l'occurrence, son manager ou le directeur de production est lui aussi très concerné par l'efficacité. Et donc aujourd'hui, les outils numériques permettent également de travailler, non pas sur site, mais de manière virtuelle, au travers des jumeaux numériques. Et c'est ce que Omena va nous présenter maintenant, la notion de jumeaux numériques appliquée à Axel. Merci, bonjour à tous. Alors pour ce faire, on a fait le choix d'adopter le concept de jumeaux numériques, également connu par le nom de Digital Twin. Ce concept contribue à la formation de nos opérateurs pour une meilleure gestion de notre production. Grâce aux plateformes de EPD, Enterprise Product Development, nous pouvons visualiser notre installation en 3D. Alors, ce modèle virtuel offre aux opérateurs un environnement interactif en leur permettant de contrôler et surveiller le fonctionnement d'Axel en temps réel et à distance et d'expérimenter différents scénarios avant d'apporter des changements dans l'environnement physique de notre ligne de production. En transition vers une autre perspective en 3D, alors les opérateurs peuvent explorer l'intégralité de notre chaîne de production, y compris les robots, les stations et les équipements. Permettez-moi de lancer la simulation du robot Stobli. Du coup, les opérateurs peuvent accéder à une représentation numérique détaillée du robot, y compris les composants et sous-composants de la nomenclature BOMS. Du coup, ils leur permettent de détecter les défaillances avec précision accrue
et du coup simuler la procédure de la maintenance de l'éjecteur du robot avant, dans le jeu numérique, dans l'environnement de jeu numérique, avant de la réaliser sur la chaîne réelle, sur la machine réelle. À l'aide d'un autre modèle de jeu numérique, les opérateurs peuvent accéder à l'ensemble des stations d'Axel qui ont des caractéristiques physiques quasi identiques de la machine réelle et les opérateurs peuvent examiner leur fonctionnement grâce à des interfaces interactives. Par exemple, on prenait l'exemple du robot Stobli. Alors, l'opérateur peut simuler son fonctionnement en interagissant directement avec ses axes. Du coup, l'ensemble de ces fonctionnalités permet aux opérateurs d'obtenir ou d'acquérir une vision et une compréhension approfondie des équipements et des processus. Et du coup, au final, on peut dire que les jeux numériques offrent aux opérateurs une polyvalence, une expertise accrue. Du coup, on passe le temps. Je n'ai pas besoin du micro. Merci. Merci, Wena. Gabriel, j'espère que tu as pu profiter de cette intéressante présentation sur la partie jumeaux numériques, où tu vois qu'on est dans un monde digital, toujours, mais différent. On va revenir maintenant sur le concret de la machine et sur le concret de l'usine. Et en l'occurrence, on va parler de deux autres personas qui sont importants, après le responsable formation, que je n'ai pas cité, mais effectivement, le responsable formation peut être intéressé par le jumeau numérique. On va parler du responsable qualité. Et le responsable qualité, lui, son intérêt, il est à deux titres. Il est d'une part de satisfaire le client que tu es. Je pense que tu as envie de recevoir les bons cubes et dans de bonnes conditions et en bon état, d'une part. Mais il a aussi l'intérêt à travailler pour sa société, puisque la qualité, la disqualité, c'est un coût. Et qu'effectivement, il faut absolument minimiser les disqualités. Et donc, sur la machine, on a, je dirais, utiliser là du contrôle qualité visuel. Donc en fait, sur la machine, on a différentes caméras à différents endroits. On avait une première caméra qui faisait la sélection des cubes avant le robot pour donner les ordres au robot. On a une deuxième caméra, je pense que c'est intéressant aussi qu'on la cite, parce qu'on a aussi intégré sur cette machine de l'intelligence artificielle. On a une deuxième caméra qui, dans le parcours du carrousel, va en un flash pouvoir identifier les cubes, leur position et pouvoir les repositionner, c'est-à-dire envoyer les ordres de repositionnement au reste de la machine par rapport à ce modèle d'intelligence artificielle qui lui a été chargé. Et puis, on a une autre caméra en sortie de ligne que l'on peut voir ici, devant l'actionneur dont parlait tout à l'heure Frédéric. Et donc, cette caméra, en fait, va faire une lecture sur les cubes. Et là, on utilise une technologie embarquée dans la caméra qui est de l'OCR, de la reconnaissance de caractère. Et on peut voir sur cet écran, par exemple, la visualisation de ce qui se passe. Donc là, la machine est à l'arrêt, là, puisque pour des questions de bruit, on n'a pas voulu la faire tourner. Mais en fait, le système va reconnaître les caractères sur les cubes et pouvoir déterminer si effectivement on a la bonne combinaison ou pas. Et ça évite d'envoyer un modèle défectueux au client final. D'accord. Donc là, oui, on reconnaît les trois lettres FRE en vert. Ils sont en vert parce qu'effectivement, on l'a reconnu. Et donc, elle n'a pas fini son process, là, mais elle aurait reconnu là, le French Fab, puisque c'est ce qu'on a voulu représenter sur les cubes, la French Fab. D'accord. Un deuxième personnage que je voulais illustrer dans cet environnement, c'est le responsable sécurité, qui peut aussi être le responsable production. Là encore, on va parler numérique. Tous les organes de sécurité de la machine, voire du site de production, peuvent être connectés sur un logiciel. Et ce logiciel, en fait, va pouvoir visualiser l'état en temps réel des différents organes de sécurité. C'est quelque chose qui est intéressant, d'une part, pour le temps réel, mais l'autre avantage de la numérisation, dans le cas présent, c'est qu'effectivement, la numérisation permet d'historiser les événements. Et donc, au-delà du fait de constater qu'effectivement, la machine s'arrête et qu'il faut intervenir, ce qui se passe déjà aujourd'hui, puisque les organes de sécurité sont déjà actifs, l'historisation nous permet d'analyser les éléments des événements, on va dire, de sécurité. Et au travers de cette analyse, on peut optimiser l'ergonomie du site. Puisque s'il y a trop d'événements de sécurité qui, finalement, interrompent la production de manière trop fréquente, on peut repenser le pourquoi des événements de sécurité et éventuellement revoir l'ergonomie de la machine. Donc voilà deux personas qu'on a encore couverts avec le numérique autour de cette machine.
Ok, c'est très clair. Et pour continuer la présentation de cette machine, quel est ce drôle de robot Alors, derrière? effectivement, on a un élément nouveau là autour de la machine dont on n'a pas encore parlé et qui me permet d'introduire un sujet complémentaire qui est la logistique. Et je pense que dans la présentation de Jordan, c'était assez clair, où il y avait effectivement l'optimisation du site, mais il y a aussi l'optimisation logistique, puisque cette commande de 3 cubes que tu as passée sur notre point d'entrée, à un moment, il va falloir la livrer. Et avant de la livrer, au sortir de la machine, il faut la gérer au sein du site industriel. Et donc, les sites industriels ont tous cette problématique de gestion de la logistique. Et donc, pour optimiser cette logistique, on a ce que tu as identifié tout à l'heure, ce robot qui effectivement, qu'on appelle AGV, Automated Guided Vehicle. Ce sont des petits véhicules qui se promènent dans les usines et qui permettent de déplacer les commandes, les composants pour permettre de gérer les produits. Et donc, ces engins-là, les AGV, sont des engins qui sont eux aussi totalement connectés et qui plus est peuvent être localisés dans l'usine. Ce qui veut dire que si on les localise et si on est capable de dire ce qu'il a embarqué sur son petit convoyeur, on est capable de localiser les produits. Ce qui veut dire qu'on ne perd plus jamais la trace des produits qu'on a fabriqués ou des produits qu'on veut ranger. Ensuite, on peut les amener dans des étagères, on peut les amener dans des racks ou les amener sur les sites d'expédition. On les identifie et on les localise. Tout ça est fait en numérique, avec des capteurs, avec de la connectivité, et ces informations remontent dans les ERP. Donc SAP, en l'occurrence, récupère les informations de stock, de présence et de fabrication des composants, et peut les gérer de manière à optimiser l'ensemble de la chaîne. D'accord. Donc, tout est connecté, on l'a vu, tout est enregistré avec des capteurs. Est-ce que, une question naïve peut-être, ça ne pose pas un problème en termes de consommation énergétique? Alors oui, ce sont des machines, effectivement, connectées ou pas d'ailleurs, mais effectivement, la connectivité rajoute, on va dire, quelques kilowatts là-dessus, et c'est un élément important. On a parlé de coût tout à l'heure, de disqualité. L'énergie aujourd'hui, c'est un coût qui est de plus en plus présent, omniprésent. On a parlé de sustainability avec Jordan également. Il y a une recherche d'aller vers le vert, hein, on va dire. Et donc, c'est un élément important qui intéresse dans l'entreprise un nouveau personnel dont on va parler maintenant, qui est le responsable RSE. Et au-delà du responsable RSE, c'est également le responsable de site, le responsable production, voire même le directeur général de l'entreprise, qui a cette problématique pour son entreprise qu'il souhaite résoudre. Et donc, pour parler de ça, parler du responsable RSE et de l'énergie, je vais passer la parole à mon ami Louis. Bonjour Christophe, merci. La donnée énergétique est une donnée hyper importante aujourd'hui. Vous le savez tous, augmentation du coût de l'énergie, disponibilité de l'énergie. Et aujourd'hui, la législation qui nous demande justement de nous adapter et potentiellement de faire des points zéro de la situation de nos entreprises. La machine ici que vous avez est équipée de capteurs, de centrales de mesure énergétique, que ce soit de la puissance, du 400 volts et aussi du 24 volts. Cette donnée est monitorée. Une fois qu'elle est monitorée, elle va être stockée, elle va être utilisée, analysée, on va pouvoir la visualiser et potentiellement, on va pouvoir prendre des actions sur le moyen de production. On peut voir ici assez facilement la machine et donc les outils énergétiques et vous allez pouvoir voir qu'au niveau de l'électricité, on est en mesure d'aller récupérer l'information au plus bas niveau directement et d'historiser cette information énergétique de la machine. Que ce soit au niveau de la puissance, là ici on est sur du 400 volts, on récupère les 3 phases de l'alimentation de la machine. Et on peut aussi aller, si on le souhaite, beaucoup plus dans le détail au niveau du disjoncteur, du 24 volts, pour savoir quelle est la consommation de chacun des éléments de notre machine. On a ce devoir de pouvoir monitorer ces informations-là, les stocker, les historiser, parce que demain, on va nous demander de justement pouvoir diminuer notre consommation énergétique, diminuer notre empreinte de carbone et donc de devenir plus sustainable. Merci Louis. Donc, je pense que tout le monde est convaincu de l'importance de travailler sur l'énergie. Donc, pour continuer sur l'énergie électrique, donc on a vu qu'on monitore en entrée de machine l'énergie consommée par Excel. Et effectivement, on peut descendre vraiment très bas au niveau des équipements. Par exemple, si on parle du robot, on va pouvoir monitorer en live la consommation électrique du robot, donc que l'on voit sur la gauche, donc avec les différents pics quand le robot travaille. Et puis sur la droite, on va voir l'économie réalisée par la récupération d'énergie du robot.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les équipements, on intègre des technologies comme dans les véhicules électriques. C'est-à-dire que lors des décélérations, le robot va stocker de l'énergie qu'il va pouvoir réutiliser plus tard. Toujours dans un but, comme le disait Louis, d'optimiser et d'économiser de l'énergie. Donc, on va pouvoir monitorer ces valeurs-là sur les équipements. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on va pouvoir optimiser, puisque les pics de consommation sont liés à des mouvements, forcément. Et donc, on va pouvoir optimiser les mouvements. Donc, on voit les couples de chacun des axes qui génèrent donc de la consommation d'énergie. Optimiser les mouvements du robot, lisser, diminuer les accélérations peut-être, pour diminuer la consommation énergétique in fine. Donc voilà, c'est très très important. Aujourd'hui, c'est vraiment un sujet dont tout le monde parle. Et donc, ces outils permettent vraiment d'aller de façon très fine jusqu'à l'équipement et optimiser les consommations électriques de chaque équipement de la machine Axel. Donc là, on a parlé de toute la partie électricité. Et puis, donc, il n'y a pas que l'électricité dans la machine, il y a aussi la partie pneumatique. Justement, merci pour cette présentation en détail. Maintenant, c'est vrai qu'une question, là, c'est magnifique, ça marche super bien. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème? On verra sur la maintenance après. On n'en a pas terminé avec l'énergie. Je pense que. On va dire un petit mot sur la partie pneumatique. Parce qu'effectivement, la partie pneumatique, c'est un poste qui consomme aussi beaucoup d'énergie et on va devoir surveiller la consommation énergétique de la machine. Donc, Axel est équipé d'un système de Festo qui s'appelle MSE6E2M. C'est un appareil qui va faire une surveillance de la consommation énergétique et qui va aussi optimiser la consommation énergétique de la machine. En fait, il est équipé de capteurs de pression et de débit qui vont permettre de remonter des données concernant la pression, le débit, la consommation. Donc, on va voir sur ce dashboard toutes les valeurs liées à la consommation de la machine. Puis cet appareil, en plus, avec les capteurs qui sont intégrés dessus, il va être capable de détecter une phase d'arrêt de machine. Du coup, il va couper l'alimentation d'air pour limiter la consommation. Et pendant ces phases de stand-by, il va être capable de détecter une potentielle fuite. Donc, c'est un vrai appareil pour l'économie d'énergie sur les machines. Voilà pour la partie énergétique. Merci, Frédéric. Alors, effectivement, je sentais sensible. Oui, c'est ça, je voyais, je suis impressionné, je dois l'avouer, par le nombre de capteurs et à quel point tout est enregistré, les moindres données de coût énergétique par axe sont calculées et disponibles. Mais oui, cette question de qu'est-ce qui se passe si y a un problème de fonctionnement, comment est-ce que c'est géré? Oui, c'est une bonne question parce qu'effectivement, malheureusement, on n'est pas dans un monde parfait. Et donc, il peut absolument arriver que les choses déraillent d'une manière ou d'une autre. On multiplie le nombre de composants, donc effectivement, le risque est là, même si effectivement la fiabilité aujourd'hui est de rigueur, mais ça peut arriver. Et donc, dans ce cas-là, le persona dont on va parler maintenant et dont Laurent va nous parler, c'est le responsable de la maintenance, qui est un personnage majeur, on va dire, dans les sociétés, puisqu'effectivement, il est lui aussi garant du fonctionnement permanent, on va dire, des équipements. Laurent, si tu veux bien prendre la suite. Oui, merci. Donc, pour la suite, en ce qui concerne la maintenance, déjà, ce qu'on va éviter surtout, c'est qu'elle se produise de façon aléatoire. Et donc, le but de la maintenance 4.0, surtout, c'est justement de pouvoir le prévoir. Donc, l'objectif va être clair. Ce que l'on a fait sur cette machine est assez clair. C'est qu'on veut passer de la maintenance curative, c'est-à-dire la panne, à la maintenance prévisionnelle, c'est-à-dire on prévoit, on change des éléments bien avant qu'ils soient défectueux, à de la maintenance préventive, conditionnelle. Donc, on va équiper la machine, on va voir qu'il y a des nouveaux aspects qui nous permettent d'avoir beaucoup plus de diagnostic au niveau de la machine, pour passer dans un premier step de la maintenance prévisionnelle, qui va être un gros pas à franchir en termes de gains et de compétitivité, à un deuxième step qui va être un petit peu plus tard, parce qu'on aura besoin de stocker les données, qui vont être la maintenance prédictive, en fait. Alors, pour arriver à faire ce genre de maintenance, il y a deux éléments qui sont importants et que l'on va mettre en place. Et un premier élément, c'est le centre nerveux de la machine. Maintenant, ça va devenir notamment tout ce qui va être capteur et actionneur. Donc, on voit ici que on a maintenant sur cette machine-là des capteurs intelligents, ce qu'on en appelle la technologie IO-Link, que sur des simples capteurs qui peuvent être des capteurs cellules optiques, des capteurs inductifs, d'autres types de capteurs. Ces capteurs, aujourd'hui, étant intelligents, ne vont pas se contenter uniquement de remonter la donnée, mais en même temps, ils vont pouvoir remonter du diagnostic. Donc, ça veut dire que toute cette machine-là, là où il y a des capteurs et des actionneurs, eh bien, on a potentiellement beaucoup plus de diagnostics qui remontaient avant. En fait. Et on va se servir de diagnostic pour avoir une meilleure analyse et pouvoir prévenir de façon conditionnelle. C'est-à-dire le capteur va nous dire par avance, dans le cas de cette cellule, on peut savoir notamment si elle est en train de s'encrasser avant qu'elle soit en incapacité de détecter. Voilà.
Et deuxième cas de figure qui va être important, il y a d'autres types de capteurs qui vont être portés sur le côté de suivi de la production de la machine. Et donc, on développe par exemple des technologies comme l'analyse vibratoire qu'on va retrouver sur ce robot de cinématique ici derrière. On est équipé d'accéléromètres et on peut notamment suivre toutes les parties mécaniques par de l'analyse vibratoire qui nous permettent notamment aussi de caractériser le type de panne qu'on peut avoir. On pourra savoir ici, est-ce que ça provient d'un roulement, d'un balourd, d'un désalignement, d'un choc qu'a subi la machine. Un premier élément, donc, c'est ce centre nerveux, ce sont les capteurs et les actionneurs qui vont remonter de la donnée. Un deuxième élément qui va être fondamental, c'est ce qu'on a commencé à voir tout à l'heure avec Louis. Donc, voilà, c'est qu'un autre outil, c'est d'avoir une plateforme IoT qui va nous permettre de faciliter cette maintenance et de servir d'interface au niveau de l'opérateur, au niveau du responsable maintenance. Donc là, on voit le volet maintenance. Ici, on voit plusieurs éléments que je surveille particulièrement. Je vais en prendre un qui va être assez facile à comprendre. On peut déjà donner, par exemple, ça c'est de l'analyse vibratoire qui est faite sur la ventilation de la machine. Donc le ventilateur peut à la fois mettre de la poussière dessus, créer du balourd et va notamment après se dégrader plus rapidement. Donc il y a d'autres éléments. On peut créer des dashboards très faciles comme ceci, notamment pour le cas d'un opérateur. On va avoir des feux rouges, des feux verts. Et il va pouvoir déterminer de lui-même, alors qu'avant, l'opérateur ne servait qu'à la production machine, de dire je vais commencer à avoir un problème de fatigue au niveau du ventilateur, un problème de choc, un problème de température, un problème de frottement. Donc, caractériser ce genre de choses très facilement et appeler notamment le gars de la maintenance, soit le technicien, soit le responsable, qui, lui, va avoir son propre dashboard, un petit peu plus évolué pour pouvoir notamment caractériser le type de panne. Voilà. Et ce qui est très intéressant aussi là-dessus, c'est que dans ce genre de plateforme IoT, on peut fixer des seuils au niveau de ces diagnostics que l'on a. Et si ces seuils sont dépassés, on crée des alarmes. Et ces alarmes, par exemple, ici, on voit ici que j'ai eu un choc au niveau du ventilateur. Je peux aller dans le détail sur la partie analyse. Voilà, ici. Je vais voir d'autres données et pouvoir corréler des données ensemble. Et donc déterminer à l'avance aussi, sans voir la machine, quel type de panne j'ai eu et avoir un vrai diagnostic, même à distance. Voilà. Donc voilà ces propres éléments que l'on a là. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, ce que vous avez derrière, c'est qu'on voit notamment sur la partie maintenance ici, si je reviens sur le tableau de bord, je vais juste vous montrer une petite démo qui fait qu'au niveau de la maintenance et du préhenseur ici, vous voyez un éjecteur que l'on a vu tout à l'heure sur le robot qui vient prendre la pièce par une prise par ventouse. On est capable de remonter, vous voyez ici, à peu près 20 données, alors qu'avant, c'était un produit qui donnait du 1 ou du 0. Et donc là, on a fait une expérience qui consiste notamment à déterminer par avance l'usure prématurée de la ventouse et de la changer avant qu'on ait une panne effective sur la machine. Voilà. Donc, on va gagner en quoi? On va gagner, bien sûr, en analyse, on va gagner en temps d'analyse, on va gagner en fait que la machine va être beaucoup plus disponible, donc le taux de rendement de machine va être plus intéressant, et on va gagner en compétitivité, en fait, surtout. Voilà. Merci beaucoup, c'était très clair. Et maintenant, en tant que client, je vois ça, je suis rassuré. Les pannes sont gérées avant qu'elles arrivent, mais qu'en est-il de ma commande? Ah ben oui, c'est vrai. On avait une commande qui était en cours. Mais la commande, finalement, on parle de la production. Est-ce qu'on l'a produite? Est-ce qu'on ne l'a pas produite? Moi, je propose qu'on en parle avec le responsable production que va représenter Philippe. Laurent? Alors, bonsoir à tous. Donc, responsable de production. Donc voilà, quand moi, en tant que responsable de production, voilà, on a vu, on va simuler ça pour Axel. Pour alimenter Axel, il nous faut des cubes. Et si on n'a pas une supply chain bien alimentée avec les cubes qui arrivent, qui sont imprimés dans nos fermes d'impression 3D en temps et en heure, on va avoir un souci. Le responsable de production, il va avoir ce type de dashboard. Là, on est dans le fameux ERP SAP, hein, et le système va pouvoir aller par un management par exception, aller guider
le responsable de prod et lui remonter des alertes, hein. On vit dans un monde de disruption permanente avec de plus en plus d'alertes. Ça ne se passe jamais comme prévu, mais c'est normal, hein, c'est le nouveau normal. Et donc, on va pouvoir prendre des actions. Donc, et on voit ici que bah, le système, il me dit, voilà tous tes ordres de fabrication. Et là, il m'a mis une petite alerte en rouge en disant, là, il y a, alors je connais, il y a des pièces manquantes. Ah, il y a des pièces manquantes, qu'est-ce qui se passe? Le reste était bon. Et le système va me dire, bah, effectivement, sur un des cubes, tu es en retard, tu n'as pas la bonne couverture. On va être en rupture de 500 pièces. Waouh! Et donc, je ne vais pas pouvoir tenir ma cadence de production. Et ben donc, du coup, le système, de nouveau, il devient aussi prescriptif. Il va aller guider le responsable de production à prendre les bonnes décisions. Il va dire, OK, mais alors, comment je fais pour couvrir cette rupture de matière? Et là, il m'a fait un calcul prévisionnel. Et puis là, bon, je l'ai de façon traditionnelle, de forme tabulaire. Mais là, je préfère l'avoir sous forme graphique. Et il va me simuler les entrées, les sorties, les commandes qui vont rentrer. Et puis, je vois que je commence à passer en rouge et le système va me dire, il va me proposer des solutions. Hein, comme on a à chaque fois dans le monde Internet, il me propose des solutions avec un rating. Et je vais dire, ah, si je recommande un matériel supplémentaire là, dans une quantité donnée, taille économique de l'eau, ça donne quoi? Je vais pouvoir aller simuler. Je vais voir que bah, du coup, je repasse, j'ai plus de rouge, tout est bon. Bah, je vais dire, bah, cette simulation, j'aurais pu prendre l'autre, je décide de l'appliquer dans la vraie vie. Donc, je passe de l'espace simulatif au monde réel. Et du coup, je vais aller changer mes paramètres de MRP pour aller commander en anticipation la pièce manquante. Donc voilà, tout va bien. Et du coup, mes indicateurs derrière vont repasser effectivement dans le vert. Donc là, on voit comment le responsable de production peut être aidé. Ce qui est aussi important, c'est on top de de ce responsable de production, on a beaucoup parlé d'indicateurs de performance. Et dans ce monde, on n'a pas qu'une machine Excel, on a peut-être des quantités de machines Excel dans le monde, dans différentes usines. Ce qui va être effectivement intéressant ici, c'est d'avoir des systèmes de dashboarding. Là, on est sorti de l'usine, on est devenu à l'échelle globale de l'entreprise. Même logique, j'ai modélisé mes fameux indicateurs de performance, dont le fameux OI, le TRS, hein, et d'autres. Et le système, de nouveau, bah, me positionne l'ensemble de mes usines. Je vais continuer, je vais dire, attention, qu'est-ce qui se passe? Là, il me dit, oh, il y a une alerte là, sur l'Europe. Je vais lui demander d'aller détailler au niveau des usines. Et donc, je vais pouvoir. Et donc, tout ça, c'est la qualité parce que cette même donnée qui remonte du capteur, elle remonte jusqu'à ce dashboarding global de l'entreprise, hein, sans couture. Si les machines n'étaient pas connectées, on ne l'aurait pas. Ça serait pas possible. Il faudrait réinventer, refaire comme on le faisait, des interfaces dans tous les sens. Mais là, on a la même donnée. Et le système va m'aider à aller comprendre les causes de dérive de mon TRS. En d'autres mots, ce qu'on appelle souvent le non-TRS. Hein. Donc voilà, et je vais faire sur les composantes de disponibilité, de performance et de qualité de mon TRS. Donc voilà, ce type de choses. Et on a des dashboards complètement composables, comme montrait Laurent, à tout niveau. Là, on peut se le faire au niveau du directeur industriel, comme on pouvait le faire au niveau du directeur d'un opérateur de maintenance ou de production. Donc voilà. Et puis une dernière chose que je trouve qui est intéressante, c'est qu'on va pouvoir se comparer. Donc, on va aller dire, bah voilà, j'ai tel indicateur de performance, le TRS dans une usine. On parle beaucoup de benchmarking, hein, comment font les autres. Bah, de façon simple, je vais rajouter d'autres usines de référence ou la cellule. Hein, et du coup, bah, je vais pouvoir comparer mes TRS. C'est moi qui pilote tout. Je vais dire, mais pourquoi ça marche bien sur l'usine, je ne sais pas, à l'est de la France, et versus pourquoi ça marche moins bien en Allemagne, par exemple. Donc voilà tous les outils qu'on a vus. Là, on est monté des indicateurs au responsable de prod, au pilotage de son usine et carrément au pilotage de l'intégralité de ses usines à travers le monde. On a une vraie continuité numérique dans les deux sens. Complètement. Et en vertical. Exactement. Pour, qui sort des quatre murs de l'usine. Et ça, c'est important. Ce voyage dans le digital, Gabriel on a vu la qualité, le RSE, la production. Est-ce qu'on est passé par toutes les personas ou il en manque? Alors non, effectivement, il reste un persona qui est très important et qu'on va aborder maintenant parce qu'on a parlé d'usine connectée avec Philippe, on a parlé de remontée de données. Bien souvent, ces données passent par le cloud, ces données se baladent, entre guillemets. Et donc, il y a un aspect qui est très important, c'est le responsable sécurité, cybersécurité,
ou responsable informatique en général qui prend ça en charge. Et donc, il est important parce qu'effectivement, il faut assurer la sécurité des données. Et c'est ce dont Louis va nous parler maintenant, la cybersécurité. Merci Louis, Christophe. Comment parler de connexion, de connectivité sans parler de cybersécurité? C'est un sujet qui est aujourd'hui au centre de beaucoup de discussions. Et comment parler de cybersécurité sans parler d'architecture réseau? Alors, vous avez ici une représentation synthétique de ce qu'est l'architecture réseau d'Axel, hein. Christophe l'a expliqué en préambule. Vous avez plusieurs automates, plusieurs actionneurs, plusieurs éléments qui discutent de manière différente, avec des protocoles différents, Modbus, Ethercat, etc., etc. Et cette information, l'information qui vient du terrain, on va vouloir la remonter sur des bases de données qui sont locales potentiellement et sur des bases de données qui sont externes. Comme vient de l'expliquer Philippe, on veut centraliser la donnée, on veut comparer les moyens de production, on veut donner accès à certaines de ces données à certains utilisateurs. Et pour ça, on a besoin de sécuriser la donnée. Alors, cette architecture, elle est assez simple aujourd'hui. Le but de la cybersécurité, c'est d'empêcher ou en tout cas de filtrer les personnes qui souhaitent entrer sur notre infrastructure. On a une entité qui est dite OT, donc tous les moyens de production. Et aujourd'hui, cette digitalisation, l'industrie 4.0, va nous demander de connecter le moyen de production à des systèmes IT. C'est inévitable, on doit passer par là. Mais il faut le faire avec précaution, parce qu'à partir du moment où on ouvre des tuyaux entre le monde de l'OT et le monde de l'IT, il faut savoir ce qui se passe, il faut savoir filtrer, il faut être en mesure de dire qui va pouvoir rentrer et potentiellement interagir sur la donnée. Et donc, assez simplement, la cybersécurité, ça marche comme un château fort, hein. Ça veut dire qu'on va filtrer, on va regarder qui est-ce qui va rentrer, et au moment où quelqu'un va toquer à la porte pour pouvoir rentrer, on va lui dire oui, je t'ai bien reconnu, toi, tu as le droit de rentrer, à ce moment-là, je te donne accès à telle ou telle information. Et de là, on va pouvoir aller au bout de toute la démarche qu'on vous a montrée et pouvoir connecter le monde de l'OT avec le monde de l'IT. Et ici, sur des infrastructures industrielles, ça passe par des pare-feux industriels et des architectures d'informatique industrielle qui respectent certaines normes, certaines réglementations pour pouvoir justement protéger son moyen de production. Voilà pour moi. Est-ce que... Merci Louis. Merci, c'était très clair. J'en profite, on n'a peut-être pas été précautionneux, mais peut-être dans le chat, si vous avez des questions, posez-les, parce que j'ai remarqué, je me suis mis dans la peau d'observateur extérieur, on utilise beaucoup d'acronymes. On a beaucoup parlé d'OT et d'IT, on n'a jamais précisé que l'OT, c'est Operation Technology, c'est les opérations. L'IT, c'est le monde de l'informatique. Informatique, on va dire. Information Technology, c'est ce qui se passe, et on a tendance à le représenter au bas, mais c'est absolument pas péjoratif, c'est deux mondes, voilà. On a utilisé le dashboarding aussi, qui est un anglicisme, les tableaux de bord, c'est quelque chose de très répandu. On a parlé du TRS, le taux de rendement synthétique, qu'on appelle aussi OII en anglais, c'est de mémoire operating... Overall Equipment Efficiency. Equipment Efficiency, merci. Overall Equipment Efficiency, voilà. Et donc, si vous avez des doutes sur des choses qu'on a pu évoquer, parce que c'est dans notre vocabulaire, et aujourd'hui, on ne retrouve même plus la signification tellement on les emploie. Voilà. Simplement, on a donc fait le tour, Gabriel, de cette machine. Maintenant, je pense que, Martine, on a une intervention complémentaire, un avis sur ce qui a... un avis d'expert, on va dire, sur ce qui a été présenté. Et donc, je vous rends la parole. Merci à tous les deux. Donc, on va effectivement proposer à notre enseignante-chercheur Valéria Borodine. Alors, je vais juste rallumer le micro. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors Valéria, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. D'accord. Vous entendez Valéria? Il y a un petit écho, mais je vous entends en tout cas. Bon, très bien. En tout cas, nous, on vous entend de notre côté. Donc, voilà, vous avez suivi un petit peu le parcours de Gabriel, un peu sur toutes les stations. Et pour rappeler un petit peu la thématique qui était celle de ce live de ce soir, qui était la transformation digitale des systèmes industriels avec l'impact sur les métiers. Là, on a bien vu cette dimension un petit peu impactante sur l'ensemble des métiers, de l'opérateur au responsable. Donc, l'idée, en même temps, avant que je vous laisse un petit peu vous présenter et que Gabriel aussi vous pose une question, je voulais qu'en même temps que vous vous présentiez, vous parliez aussi de la même formation qui existe au sein de votre école, qui porte le même titre d'ailleurs,
de manière à nous en dire quelques mots avant que Gabriel n'intervienne. Exactement. Donc, l'IMT Atlantique, elle propose une formation d'ingénieur par apprentissage qui porte sur la transformation digitale des systèmes industriels. Et donc, c'est une formation qui est destinée à former des ingénieurs capables de répondre aux évolutions du monde de l'industrie du futur. Justement grâce au numérique et grâce à l'aide à la décision pour faire face aux évolutions, à la fois aux évolutions du monde et également aux impératifs posés actuellement par le contexte actuel. En particulier, donc, il y avait à plusieurs reprises, le développement durable a été mentionné, les limites de la matière première en termes d'énergie, en termes d'eau, donc, ont été également évoquées. Et donc, tout cela, bien sûr, est traité et considéré dans le cadre de la formation. Je souhaite également insister sur le fait que dans le cadre de cette formation, la responsabilité sociétale, elle est au centre de nos préoccupations parce que, bien sûr, comme on le sait de toute façon, le numérique dans les systèmes industriels ne remplace pas le travail en soi et le transforme. Et donc, nous, on porte une attention particulière à ça. Et je souhaite également souligner le fait que cette formation, elle est organisée selon 4 thématiques. Donc, bien sûr, ça inclut les sciences de l'ingénieur, ça inclut le génie industriel avec les outils, le toolkit lié à l'aide à la décision, industrie du futur, ingénierie des systèmes, sciences des données, supply chain, la logistique, l'optimisation de la logistique, et également les sciences sociales et de gestion, la partie plus management. J'allume juste le micro. Merci beaucoup pour ces précisions. J'ai quelques questions. Déjà, une première question à chaud. Vous avez vu toute notre présentation comme le public l'a vu. Est-ce que, en tant qu'enseignant-chercheur, vous avez un regard sur les différentes étapes qu'on a vues, un regard académique, des compétences développées, voilà votre ressenti? En tout cas, effectivement, le démonstrateur, en tout cas, la présentation de la machine Axel, elle était super intéressante. En effet, elle reflète de façon très concrète les différentes étapes de la digitalisation des systèmes industriels. On passe par la modernisation de la chaîne de production en intégrant des capteurs, des robots, les différentes nouvelles technologies. Ensuite, donc, on commence à développer l'offre de technologies liées à l'industrie du futur avec les digital twins, les jumeaux numériques qui ont été également aujourd'hui présentés. On passe par l'industrialisation logicielle des différents outils automatiques qui nous permettent à la fois de faire de la prédiction, de la prescription et également baser les prescriptions sur les aspects prédiction. Et ce que j'ai beaucoup aimé, donc le mot opérateur, consommateur a été évoqué à plusieurs reprises et donc on voit bien que ça nécessite aussi le développement, ça inclut le développement des compétences pour faire face à ces transformations. Donc c'est toujours l'être humain qui pilote toutes ces transformations et également donne du sens et aligne l'automatisation et la transformation industrielle avec les impératifs posés par notre monde, par la planète en soi. Pour ce retour. Une autre question maintenant peut-être pour les étudiants qui nous regardent, qui sont peut-être en début de formation. Quelle formation il faut pour pouvoir travailler avec ce genre de machine? Est-ce qu'avec un master, ça suffit? Est-ce qu'il faut un doctorat? Avoir un diplôme d'ingénieur généraliste ou spécialiste? Quel est votre regard là-dessus? Effectivement, j'avais déjà parlé de la formation d'ingénieur par apprentissage qui porte sur la transformation digitale des systèmes industriels. Donc, c'est une formation qui est proposée à l'IMT Atlantique. Mais de façon générale, l'IMT, à travers les différentes formations d'ingénieurs généralistes, traite les aspects liés à l'automatisation, traite via les sciences de l'ingénieur, pour répondre aux différentes considérations sociétales et considérations liées au développement durable et également la digitalisation, la numérisation de notre société de façon générale. Donc, tout cela, c'est bien sûr, c'est reflété dès la formation d'ingénieurs. Bien sûr, dans les différents masters que nous, on propose, donc on essaie également d'intégrer les besoins et à
aligner la formation avec les différents problèmes originaux et complexes posés par le monde actuel et également par les problèmes posés par la possibilité d'approximer le monde à un niveau de profondeur plus important via les données, via l'IoT, via le fait que le monde en soi il est connecté. Et bien sûr, après, au niveau plus doctorat, on traite des problèmes, on se confronte à des problèmes complexes. On essaie également via nos thèses, en particulier chiffres, de répondre et d'accompagner les industriels dans leur transition digitale. Et avant de passer aux questions du chat, une dernière question un peu pour élargir le sujet. On l'a vu avec cette présentation, c'est l'industrie du futur. Quel est votre regard un peu sur la substitution de l'humain par rapport à la technologie? Alors, bien sûr, la technologie, elle ne peut pas supprimer, elle ne remplace pas le travail, donc elle ne supprime pas l'être humain de la boucle. Elle tout simplement transforme, on va dire, le travail et permet également d'augmenter l'être humain. Aujourd'hui, en particulier, via la démonstration de la machine Axel, on a pu voir comment le monde virtuel, les différents outils automatiques qu'on a peuvent aider à prendre des décisions, à donner des prescriptions plus informées. L'aspect plus, le fait d'avoir accès à une réplique numérique d'un système de production nous permet de simuler des choses, nous permet de tester des choses pour ensuite pouvoir mieux prendre des décisions qui sont plus informées, plus conscientes de ce qui se passe à un instant T dans le système. Donc, je pense que ça ouvre pas mal de perspectives et en plus, ça nous permet également de répondre aux impératifs sociétals. Donc là, une attention, même dans le cadre de la présentation de cette machine à Axel qui portait plutôt sur l'aspect digitalisation, mais les orateurs précédents ont insisté sur les aspects énergie, sur les aspects consommation, et on a pu voir comment tous ces solutions, le numérique peut nous aider et nous accompagne dans le changement de nos pratiques de production et de nos consommations, nous rend plus responsables. En effet, les données qu'on collecte grâce aux capteurs nous permettent de trouver d'autres solutions plus responsables, plus matures et qui ne compromettent pas ne compromettent pas en soi l'aspect économique, l'aspect performance, mais nous permet également de revoir nos pratiques de consommation et de production. Merci beaucoup pour cette réponse. J'aime beaucoup que ce soit en complémentarité de l'humain et non en substitution. On peut passer aux questions du chat. Le micro, juste ici. Alors, on va lire vos questions et selon l'interlocuteur désigné, si vous posez des questions aussi, si vous pouvez désigner l'interlocuteur, si vous vous souvenez de qui c'était, à qui s'adressait la question, ça pourra nous aider. Alors, la première, tu vois. Donc la première question, je la lis à voix haute, puis je laisserai selon la question la personne la plus qualifiée pour répondre. Qualifiée à répondre. Quelle technologie numérique, entre parenthèses IoT, intelligence artificielle, robotique avancée, etc., avez-vous constaté être particulièrement influente dans la transformation digitale des systèmes industriels? Et comment évaluer cette pertinence d'intégrer une technologie dans une entreprise? Je pense qu'il n'y a pas une classification à faire. Ça dépend en fait de la nature du problème du client en fait, hein, enfin, que l'on peut avoir en face. Donc, il n'y a pas à classifier de cette façon-là. C'est surtout le but qu'on veut atteindre. Et toutes les technologies sont bonnes. Alors, voilà, donc il n'y a pas de mauvaise technologie pour moi. Il n'y a pas d'ordre derrière. Il y a des choses qui sont installées de façon qui prennent plus ou moins de temps. Dès qu'on va tomber dans l'intelligence artificielle, etc., il faut de la donnée, donc il faut en stocker. Donc, des fois, on n'a pas un retour immédiat des choses. Et puis, il y a des choses qui vont être automatiquement mises en marche. On parlait tout à l'heure de maintenance préventive de mon côté. La maintenance préventive conditionnelle, c'est quelque chose, on met en place et ça fonctionne tout de suite, parce qu'on a tout de suite des retours. Mais si je mets la maintenance prédictive, c'est à plus long terme, quoi. Voilà. Donc après, la classification vient surtout pour moi dépendant en fait à quoi veut répondre la personne derrière en termes d'amélioration, quoi. Voilà. Et souvent, alors ce que je dis souvent, c'est pas, en tout cas, on n'a pas trop de problèmes technologiques à répondre à ce genre de choses. Le plus dur que l'on rencontre au niveau de l'industrialisation, c'est la conduite du changement, c'est-à-dire de pouvoir impliquer tous les gens dans cette démarche. C'est beaucoup plus important que la technologie, si vous voulez, derrière.
La technologie, après, derrière, elle suivra et elle s'adaptera aux personnes. Mais le plus, c'est que tout le monde soit impliqué, de l'opérateur au responsable machine, au RSE, etc. C'est pour ça qu'on l'a fait par persona. Cette histoire de persona, c'est l'implication des gens qui vont permettre de faire en sorte d'avoir un réel ROI. Donc, c'est comme ça qu'on va mesurer le retour sur l'investissement par rapport à ce qui est mis en place. On l'a vu d'ailleurs dans la présentation de Jordan, puisque effectivement, dans le cycle d'intervention, quand il intervient, quand ATS intervient chez les clients, mais on le fait aussi dans nos sociétés, la première étape, c'est un audit. Ouais. C'est un audit 4.0 et c'est cet audit qui va déterminer quelle est la cible et qui va prioriser non pas les technologies, parce que les technologies sont un moyen. En fait, ce qu'il faut déterminer, c'est le but qu'on veut atteindre. Est-ce qu'on veut d'abord régler un problème de labor cost, de coût de personnel? Est-ce qu'on veut régler un problème de qualité? Est-ce qu'on veut régler un problème de supply chain, de livraison, de délai de livraison? Voilà, et c'est d'abord ça qu'il faut déterminer. Et effectivement, je rejoins Laurent, la technologie, elle vient en support, c'est un moyen. Pas confondre les moyens et les buts. J'ai rien à dire, c'est ce que j'allais dire. Ah, en pardon, gros, on voit, c'est pour ça qu'on travaille avec généralement des partenaires extérieurs. Ces partenaires vont étudier les besoins de chacune des entreprises et en fonction de ça, ils connaissent les technologies et ils sauront mettre la meilleure technologie qui pourra répondre aux besoins. Et ça, c'est très important. Et comme le disait Laurent, tout ça dans la vue d'avoir le ROI le plus rapide possible. Alors, pour compléter, justement, parce que la deuxième partie de la question, c'était sur la pertinence de l'intégration dans les entreprises de ce type de technologie. Vous aviez effectivement mis le doigt sur le bon problème et le bon frein. En général, c'est comment on embarque les collaborateurs, parce qu'on a souvent vu des exemples des entreprises qui font des lourds investissements, qui justement s'équipent de machines, de robots extrêmement chers, mais sans l'adhésion, sans effectivement que les personnels se l'approprient, et c'est un flop au final. Donc, ça peut pas être une décision juste managériale ou top management. Si jamais les équipes ne suivent pas, on peut pas, on n'aura pas le ROI escompté. Alors, quelles sont les stratégies, quelque part, parce que les technologies, vous avez dit, c'est plus un problème, on les a, mais quelles sont les stratégies qui vont accompagner justement l'intégration de ce type de technologie pour justement que l'entreprise puisse arriver à son objectif? Moi, je voulais dire simplement, c'est ce qu'on appelle classiquement de la conduite de changement. Complètement. Voilà, donc c'est vraiment cette stratégie-là. Voilà, et la résistance au changement. Bah oui. Donc ça veut dire que derrière, déjà, pour moi, le côté managérial dont parlait Louis derrière, c'est l'impulsion. Le plus important, c'est là. Ce qu'on demande, il faut avoir cette impulsion. Et après, eh bien, il faut donner le volant, en fait, si j'ose dire, aux gens sur place. Et en fait, c'est eux qui savent d'ailleurs souvent quel est le problème, en fait, et comment on va le résoudre. Voilà. Et c'est comme ça. Donc, il faut les impliquer dès le démarrage. C'est-à-dire, si vous le faites sans les impliquer dès le démarrage, il ne sera pas utilisé ce que vous mettez en place. C'est aussi important de travailler avec des sociétés qui ont fait ce changement. Hein. On parlait d'ATS tout à l'heure. Pour l'identification. ATS l'a fait. Donc, en fait, les problématiques qu'a eu ATS, potentiellement, on va les avoir. Donc, on a un comparo, on a un distinguo et on est capable d'avancer. C'est pour ça que nous, on travaille avec des partenaires qui, justement, ont déjà fait cette transition et qui sont en mesure d'accompagner au mieux les clients. Ce qui est d'ailleurs la raison de vivre d'ATS Connect à la base, qui n'existait pas au début. Je rappelle, ATS a fait sa transformation, voilà, et en fait a créé après ATS Connect, puisqu'ils se sont rendus compte qu'en fait il y avait une valeur ajoutée à accompagner les gens dans ces démarches-là, et aussi une valeur pour nous. Pourquoi on travaille avec eux? Parce que ils font l'analyse, ils font l'audit, et c'est aussi, ils sont externes à tout ça, et ils vont choisir la meilleure des solutions. Voilà, et pas forcément lié à ce que nous on fait en termes de solutions. Donc c'est aussi un élément neutre qui est très intéressant à voir parce qu'il permet de renvoyer une image comme une forme de coaching, en fait, si j'ose dire. Hein. À ce niveau-là, ils agissent vraiment de cette même façon-là, en fait, vis-à-vis du client final, en fait. Ouais. Et puis c'est un coaching éclairé parce que, comme l'a dit Louis, c'est une entreprise qui elle-même est passée par sa propre transformation digitale. Et donc, que ce soit Jordan ou Rodolphe, le dirigeant de cette entreprise, sont les meilleurs ambassadeurs. On est là, nous, le CCN, pour apporter un message auprès de l'industrie française en disant, regardez, finalement, en assemblant des briques de nos différentes d'offres de solutions comme on l'est, ça peut fonctionner. Mais en plus, on a ce témoignage de l'intérieur-extérieur, quelque part, mais de la part d'ATS. Et ils sont nos ambassadeurs sur ce message-là en disant, en l'occurrence, nous, on l'a fait. Ouais. On l'a fait, donc on peut le faire avec vous et vous pouvez le faire. Alors, et quel conseil aussi vous donneriez quelque part aux PME, parce que souvent, voilà, ça fait rêver hein, quand même ce type de technologie, et surtout
il y a la promesse derrière, justement, de performance et de compétitivité, mais par contre, il y a parfois aussi la barrière du coût et justement d'embarquer les personnels quand on sait que voilà, il y a une culture parfois différente hein, dans des PME, des ETI ou des grands groupes. Quels sont les conseils que vous donneriez pour justement les faire aller vers cette technologie sans qu'il y ait ces freins? Je vais revenir sur le même point. On est aujourd'hui sur des technologies qui sont évolutives, qui évoluent plus vite la plupart du temps que les hommes. Et en fait, il faut savoir par où commencer. Cibler, l'audit, discuter, savoir avec qui discuter, du top management jusqu'aux opérateurs, savoir quelles sont les problématiques et identifier quels sont les points où on aura les plus forts ROI. Parfois, ça va être, je ne sais pas, moi, si on prend une entreprise avec des grosses consommations énergétiques sur des fours ou du froid, et ben là, on va les tirer dessus. Parfois, ça va être de la vibration. Parfois, ça va être juste de la casse et de la casse machine. Hein. Donc, il faut pouvoir identifier ça, savoir où sont les coûts qui sont associés pour pouvoir investir à l'endroit où on va avoir le plus vite du ROI. Et puis après, une fois qu'on aura de la donnée, on pourra faire évoluer les différents éléments. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne peut pas manager ce qu'on ne peut pas monitorer. Hein. Donc, il y a un moment, il faut récupérer de la donnée quelque part si on veut pouvoir prendre des actions. Et c'est ce qu'on vous montre ici et c'est ce qu'on vous propose ici. Je rajouterais juste un élément, c'est qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est pas la big picture d'avoir un projet trop ambitieux à la base. Souvent, ce qu'on fait, ce qui marche avec les PME, c'est qu'on démarre quelque chose et ce démarrage-là doit subventionner la suite. En fait, si vous voulez. Il doit y avoir un retour investissement assez rapide qui va faire en sorte, après, derrière, de subventionner la suite. En fait. Voilà. Donc, c'est surtout là-dessus qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas tout de suite viser le gros truc, etc. Parce qu'on va mettre longtemps avant d'avoir un retour sur l'investissement. Il faut mieux y aller par une stratégie de petits pas. On avance. Et d'ailleurs, les gains qu'on a fait subventionnent la suite. Et les gains avec. Voilà. Ça me rappelle, juste pour rebondir, ça me rappelle effectivement, c'est peut-être un message qu'on a un peu dilué dans le temps, parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur la machine Accel et sur le projet. Et c'est vrai que c'était un des premiers messages qu'on passait, c'était de dire tout ce qu'on a mis sur la machine, c'est des briques technologiques, mais comme leur nom l'indique, ce sont des briques. Exact. Et en l'occurrence, on n'est pas obligé de mettre la totalité de ce qu'on a mis là d'un seul coup, du jour au lendemain, voire même de changer les machines. Et Jordan l'a dit, on peut faire du rétrofit sur des machines existantes, commencer par une première brique, mais pour ça, encore une fois, ça nécessite d'avoir identifié laquelle est la plus pertinente, laquelle va ramener un retour sur investissement à court terme pour financer les étapes suivantes. De mon point de vue, il y a quelque chose qui est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, tout moyen de production produit déjà de la donnée. Ça, déjà, commencer par récolter la donnée qui existe. Et de cette donnée-là, avec des coûts moindres, on peut collecter la donnée, on peut historiser et on peut voir des potentielles déviations. Et une fois qu'on a fait ça, ça nous permet de cibler. Donc assez simplement, en mettant un élément qui va pouvoir faire de la data collection d'informations, de l'existant, et vous allez pouvoir visualiser, monitorer et récupérer des informations. Et après 6 mois, on est capable de dire assez simplement là où on a potentiellement des leviers pour pouvoir investir et avoir des ROI. Hein. On voit des fuites, si vous utilisez du gaz, la moindre fuite de gaz peut vous coûter très cher, de l'eau aussi. C'est des choses qui sont importantes. Hein. Oui, je dirais, il y a même un premier élément qu'on a vu dans ce qu'on a montré, c'est que souvent le dashboarding amène déjà le fait d'une axe d'amélioration. Donc le dashboarding, pendant ce temps-là, on peut déjà en faire et ça permet déjà un meilleur suivi. Et quand on fait du dashboarding, derrière, on historise. Et donc, une fois qu'on a historisé, on va donner de la valeur à ces données qui sont historisées. Cette visualisation dans le dashboarding, c'est la prise de conscience. En fait, le déclic dont tu parlais tout à l'heure. Prise de conscience. Ah oui, effectivement. Et hop, là, on rentre dans le. Je monitore. Et une fois que j'ai monitoré, j'analyse et j'optimise. Impossible d'optimiser si vous n'avez pas monitoré. Merci pour cette réponse très complète qui a mené à d'autres questions. On va passer à la question suivante, peut-être qu'elle a déjà été répondue dans l'échange. C'est sûr. Est-ce que vous pouvez identifier des exemples concrets où l'intégration du numérique a conduit à une amélioration significative de l'efficacité de la production dans l'industrie? Alors, il y a des choses très très simples qu'on peut voir. C'est qu'aujourd'hui, la plupart des moyens de production, vous avez des checks qualité manuels sur des feuilles volantes. Hein. C'est-à-dire que c'est assez simple. Vous avez un moyen de production, vous avez des pièces qui sortent de cette pièce-là, vous avez un opérateur qui va checker une pièce bonne, une pièce mauvaise, une pièce bonne, une pièce mauvaise. À la fin de la journée, il va faire son rapport à son supérieur qui peut-être 1 ou 2 ou 3 jours après va les intégrer dans un
dans un outil pour pouvoir calculer le TRS. Donc déjà, on a déjà décalé le TRS. Donc si la machine elle a une problématique, on a déjà décalé de plusieurs heures ou en tout cas de plusieurs jours cette problématique, sans compter les problématiques de potentiel d'erreur de saisie, hein. La donnée, c'est une donnée, c'est binaire, hein. Ça veut dire qu'une pièce bonne, c'est une pièce bonne, une pièce mauvaise, c'est une pièce mauvaise. Si vous êtes en mesure de la monitorer et de le voir directement, vous êtes en mesure déjà de prendre des actions, ne serait-ce que manuelles, directement sur votre moyen de production. Et là, juste là, on peut voir des gros gains et des gros retours sur investissement dans les moyens de production, hein. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres exemples, mais Je vais prendre donc, pour aller, là, on le montre hein, dans l'inspection visuelle automatique, c'est aussi important. Donc, ça peut aussi ramener des choses de la pénibilité en moins. ATS aussi montré, on a une petite sœur à Axel qui s'appelle Look at Me, qui est venue de là où c'était du contrôle qualité de pédale de frein très, très pénible, où une opératrice en bout de chaîne contrôle la sérigraphie. On automatise ce traitement, bah voilà, c'est beaucoup plus de qualité et un job qui devient beaucoup moins pénible. Des retours sur investissement aussi, ben, par rapport à la législation. On a parlé de l'énergie, tu en as parlé, Louis, mais derrière, quand on a l'énergie, hop, on transforme ça en CO2. Quelque part, on sait facilement aller calculer un coût de revient. Donc, du coup, avec sa dimension CO2, aux produits qui passent sur la ligne à l'ordre de fabrication. Donc, on en a tous besoin par rapport aux législations sur l'intégralité des scopes, hein. Donc, voilà. Des choses très faciles aussi, c'est simplement se comparer, se mesurer, hein. Donc, voilà, on voit que on peut créer de l'émulation du benchmark de façon simple en disant on a ces modèles, pourquoi cet axle marche mieux dans une usine que dans une autre. Ben voilà, on va les monitorer ces KPI, on va les monitorer les process aussi que j'évoquais. On peut faire du process aussi mining et dire ah bah, OK, j'ai un processus de formation. Tiens, bizarrement, les gens sont moins bien formés sur une usine qu'une autre. Donc, de nouveau, les cas se trouvent assez facilement. On revient à l'audit, au diagnostic et cette capacité à aller mettre des choses qui sont très rapides, en fait. Donc, le spectre des applications, il est extrêmement large, hein, et je pense que c'est impossible, je dirais, de lister les principales. Dans nos mondes, on fait ça depuis des dizaines d'années, à proposer de l'automatisation, mettre des capteurs. Enfin, en tout cas, pour les sociétés dont je fais partie qui proposent du capteur. Aujourd'hui, on développe les couches supérieures, mais c'est toujours dans cette optique-là. Et donc, on pourrait trouver des exemples à n'en plus finir. Tu citais, effectivement, il y a l'aspect réglementaire. Il y a aussi, effectivement, dans les cheminées, c'est de plus en plus, donc on met des analyseurs et on détecte tout un tas de choses. Et ces données-là, on peut les remonter pour agir beaucoup plus rapidement. Il y a des aspects qu'on traite aussi avec Philippe entre l'IT et l'OT sur la localisation. On disait tout à l'heure que des éléments perdus, c'est des coûts. Parce qu'effectivement, l'opérateur qui range sa palette, puis il a un coup de fil, il oublie, etc. Le temps qu'on va y passer, tout ça, c'est du coût. Si on localise, on peut immédiatement réagir. Voilà. Donc des exemples, il y en a des mille et des cents. je mettrai vraiment un point d'honneur moi sur la partie énergétique. Parce qu'aujourd'hui, l'énergie, ça devient un point fort et vous pouvez faire tomber aujourd'hui une entreprise, ne serait-ce que par l'augmentation des coûts énergétiques et l'augmentation des utilities, hein. Utilities, gaz, eau, tout ce qui tourne autour de tout ça. Les factures énergétiques dans les entreprises, elles ont été multipliées par 2 ou par 3, donc ça a un impact direct sur le CAPEX, sur les bits de l'entreprise, hein. Donc la participation des personnes, la rentabilité de l'entreprise, etc., etc., etc. Et donc pour moi, il y a un ROI assez simple à faire sur la partie énergétique ici, et sur lequel la production est importante, mais la partie énergétique, il faut vraiment s'y pencher. Merci pour cette réponse. On va continuer les questions. Il me semble qu'il en reste 2. Troisième question, comment pensez-vous que les métiers dans l'industrie évoluent en réponse à cette transformation digitale et quelles nouvelles compétences sont nécessaires? je t'aurais pu te poser la question au MMA. Donc, je te regarde qui incarne finalement ou toi, Gabriel, hein, donc les nouvelles générations. Mais c'est essentiel. Donc, on aime à le dire. Tu l'évoquais en disant un peu le maître mot aussi d'ATS, en disant derrière tout ça, c'est l'humain. Alors moi, je vais raconter une anecdote toute personnelle.
j'ai commencé ma carrière comme ingénieur maintenance dans l'industrie automobile, un jeune ingénieur. Puis j'en suis vite parti parce que je trouvais que c'était pénible. Il fallait bosser sur les week-ends, beaucoup de stress. Et puis, je n'avais pas les outils aujourd'hui que l'on a. Et j'aime souvent raconter que ben voilà, le métier de la maintenance, c'est pas du tout le même aujourd'hui parce que voilà, c'est son malaise vibratoire, c'est ça qui fait le métier. Donc, on a une palette d'outils digitaux juste incroyable. Ou même à l'évoquer aussi, c'est pour moi important, c'est la polyvalence. Donc, de plus en plus, il faut être capable de faire plusieurs jobs. C'est aussi des use cases par rapport à la question d'avant. Comment maintenant on passe d'un produit A à un produit B, c'est fini d'avoir un job répétitif. Ben, il faut que l'outil me guide. Donc, voilà, donc c'est un appel aussi en flexibilité aux intérimaires. Donc, pareil, donc c'est ça qui est le plus incroyable, et d'autant plus que tous les industriels ont tous le même problème, c'est le problème de recrutement, d'attirer. Et quand on a aussi une usine moderne, qu'on peut montrer des choses, bah, c'est juste incroyable. Donc ça devient son showcase, on ouvre son usine, on montre la technologie à ses futurs employés, on leur montre dans l'entretien d'embauche, tiens, tu veux venir en maintenance, tiens, voilà l'outil que tu vas avoir. On leur donne son PDA. Ah non, c'est pas vrai. Si, tu vas travailler avec ça. C'est juste, ça change complètement la donne. Donc effectivement, on le voit quand on analyse un petit peu de près les domaines et les fonctions clés quelque part de l'industrie qui sont totalement impactés par ces nouveaux outils qui transforment complètement les activités et qui justement impactent aussi le niveau de compétences requises pour pouvoir travailler dessus. Et donc, c'est vrai, c'est ce qu'on essaie, nous, d'intégrer dans nos formations et qu'on essaye effectivement de transmettre à nos étudiants. Mais c'est clair que c'est vrai que quand on voit ces outils, on est émerveillé. Et puis derrière, en vous entendant sur l'ensemble du parcours, avec toutes les fonctions, parce qu'on est passé de la production, la maintenance, la logistique, bon, on voit à quel point il y a de la transformation et surtout, ça va très vite, en fait. Ça va vite. Et puis, en plus, on l'incarne. On bosse pas seul. Souvent, après, on était dans son usine, on bosse assez seul sur sa ligne de prod. Tout ça, c'est complètement fini. On travaille dans un écosystème avec. C'est juste incroyable. Donc, on valorise les fonctions. Effectivement, on parlait de l'opérateur, on a beaucoup parlé d'opérateur, mais il devient acteur de son poste de travail. C'est-à-dire qu'effectivement, il va lui aussi pouvoir l'améliorer et puis monter en qualification aussi, comme le disait tout à l'heure Laurent, si on le fait participer, il va participer à la digitalisation de son environnement de travail et quelque part c'est valorisant. On l'a vu, j'ai un exemple passé parce que vous parlez d'énergie, mais un client justement il a revu ses accords d'intéressement et puis il dit aujourd'hui dans un des critères c'est moins d'impact CO2, donc moins de consommation, et du coup ça c'est incroyable à l'opérateur de prod. Il dit je maîtrise un truc, c'est pas juste la rentabilité globale entreprise, j'ai mon impact à mon niveau sur ce que, et du coup l'importance de lui remonter en temps réel son CO2 ou à défaut sa consommation énergétique. Merci beaucoup pour cette réponse. Je vous confirme qu'en tant qu'étudiant, c'est la première fois que je découvrais une machine comme Axel et ça donne envie de jouer un peu plus avec la machine, de découvrir un peu plus de détails de comment est-ce que chaque capteur est fait, comment est-ce qu'on peut jouer avec et quelle conclusion en tirer. Enfin voilà, personnellement, j'ai aussi beaucoup. Et la toute dernière question. 8 sociétés pour envoyer ton CV. Je cherche un emploi. La dernière question, quels sont les défis et les obstacles que vous avez rencontrés dans la mise en œuvre de la transformation digitale au sein de vos entreprises? Bon, c'est l'évolution des mentalités et des personnes. C'est la personne, c'est le plus gros frein. Donc, il faut absolument aligner les planètes. Il faut absolument qu'à tous les niveaux, les personnes soient d'accord pour pousser dans le même sens. Parce que cette transformation digitale, elle va changer le métier de tout le monde. Il n'y aura pas forcément moins de travail. Et ça, il faut aussi le dire. Mais le travail va évoluer, va changer et va devenir moins pénible. Ça, c'est vraiment ce qu'on voit. Mais c'est comme dans toute transformation. Oui, on veut de la transformation, mais surtout pas de mon côté, parce que moi, j'ai pas envie de bouger. Alors, je pense que le plus gros frein aujourd'hui, c'est la personne en elle-même. Les nouvelles générations qui arrivent, les nouvelles personnes qui sortent des écoles, elles ont déjà ce mindset
de changement, d'évolution, etc. Donc je pense que ça va, mon point de vue, c'est que ça va se faire dans le temps et que on a besoin de tout le monde et on a besoin de faire le gap entre guillemets les anciennes générations et les nouvelles générations. Et ça, c'est un gros point. Et on a des technologies ici qui nous permettent de faire travailler les deux en même temps sur des mêmes plateformes. Parce que le but, c'est, on va pas pouvoir changer quelqu'un qui travaille depuis 30 ans sur la même plateforme ou sur les mêmes façons de travailler. Par contre, on peut l'accompagner pour le faire travailler avec les autres, hein. Et là, c'est nous ce qu'on souhaite faire avec le collectif ici et dans ce qu'on vous montre, c'est on modifie pas la façon de travailler des autres. Par contre, on va apporter des briques supplémentaires qui vont permettre à ces nouvelles générations de pouvoir s'éclater, s'amuser dans leur quotidien. Ce qu'on a dit effectivement de nos clients, enfin, en tout cas des industriels, c'est vrai aussi de nos sociétés, hein. Et ce qu'on disait tout à l'heure, la conduite du changement, ben, elle s'applique à tous les niveaux. Et donc, effectivement, je rejoins Louis sur l'aspect humain de la chose, où effectivement, il faut accompagner. Il faut aussi cette prise de conscience. Alors, la prise de conscience, elle est un peu évidente, puisque c'est le marché qui le demande et c'est un marché qu'on adresse et qu'on connaît. Mais effectivement, il faut embarquer, en fait, l'ensemble des équipes. Mais bon, ça se fait. Et voilà, effectivement, les générations, je pense, se marient, entre guillemets, s'accompagnent les unes les autres et ça se passe plutôt bien, hein. Mais effectivement, au début, je dirais que c'était un des freins majeurs. J'ai coutume de dire, hein, le problème qu'on a, et je pense que quand on prend de l'âge et que la carrière avance, etc., on a du recul sur ce qui se passe. Moi, pareil, à titre personnel, j'ai fait un constat, pour aussi avoir changé dans différents environnements dans ma carrière, c'est que finalement, les cycles de vie se raccourcissent. Et c'est vrai dans notre vie quotidienne, c'est vrai aujourd'hui, une machine à laver, avant, elle durait 15 ans, aujourd'hui, elle dure 3 ans et on trouve normal. Voilà. L'ensemble des cycles de vie se raccourcissent, mais les cycles de nos vies à nous, ou les carrières, quelque part, ne se raccourcissent pas avec le même. Et donc, ça nécessite une adaptabilité, une agilité, quelque part, au cours de la carrière, pour effectivement s'adapter. C'est ce qu'a vécu, pardon, c'est ce que citait tout à l'heure Philippe dans ce qu'il a vécu, et c'est ce que vous vivrez, je dirais, et je pense qu'il faut se préparer à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le métier d'aujourd'hui de l'ingénieur qui sort d'école et qui va travailler sur ces sujets-là, ben, il y a de fortes chances que dans 10 ans, je veux dire, avec l'intelligence artificielle, avec la croissance sur le développement des réseaux, etc., ben, aura probablement évolué. Et il faut se préparer à ça parce que ça va très vite. Vous l'avez dit tout à l'heure. Et c'est juste génial. Pour réduire le gap. Oui, il faut rester aware. Voilà. Tout à fait, Et la formation tout au long de la vie. Absolument. Alors, je pense que nous sommes quand même arrivés au terme de ce live. En vous remerciant en tout cas et le CCN pour l'invitation à réaliser notre live dans ce cadre quand même exceptionnel pour nous, parce que pour une fois, on sort de la théorie et on se met en mode expérientiel. Et je pense que quand on est étudiant, c'est quand même beaucoup plus attractif parce qu'on comprend mieux ce qui se joue. Et puis, les process, finalement, qu'ils entendent, ils travaillent sur pas mal de choses, mais c'est vrai que les voir en marche, c'est quand même beaucoup plus limpide et surtout, ça donne envie aussi. Et c'est aussi notre objectif, c'est qu'on puisse aussi attirer d'autres élèves ingénieurs vers finalement tous ces métiers qui contribuent aussi à la réalisation de ce type de démonstrateur et ensuite de travailler dans les entreprises pour les mettre en œuvre. Donc, c'est ça la finalité. On a les mêmes objectifs. Voilà, je remercie également le SAP Experience Center de nous avoir accueillis et de nous avoir mis à disposition un petit peu toute cette plateforme. Avec ça, je donne aussi rendez-vous à nos internautes pour le mois prochain, parce que le mois prochain, le 23 novembre, eh bien, nous allons avoir un live avec un autre sujet. Donc là, on sort un peu des technologies. On revient un peu sur l'aspect managérial, organisationnel et recrutement, parce que Philippe t'en a parlé. On voit que aujourd'hui, on a des métiers finalement en tension partout. C'est d'ailleurs une situation inédite. Et donc, on s'intéressera particulièrement à l'insertion professionnelle des personnes qui sont handicapées. Pourquoi? Parce que ce sont des viviers et des opportunités de talent dont on ne pense pas facilement en France, mais qui existent. Et on a pas mal d'exemples d'entreprises qui ont misé sur ces profils avec succès. Et c'est ces entreprises-là
qu'on va mettre en valeur le mois prochain, parce que je pense que toutes les entreprises, dans la situation actuelle, eh bien, il faut aussi élargir un petit peu son champ de vision. Diversité. De la diversité avant tout. Et inclusion. Et on a des talents partout, donc c'est dommage de se priver de personnes qui peuvent être profitables aussi pour nos entreprises et notre industrie. Voilà, bah écoutez, je vous remercie donc encore une fois toutes et tous. Il y aura un replay sûrement demain, déjà disponible, qui sera en ligne sur la chaîne YouTube de l'IMT. Et puis donc rendez-vous à tout le monde le mois prochain pour nous suivre. Merci encore. Merci à tous. Merci.